Et l'expert épargne est Victor Dewitte, responsable des partenariats marché individuel chez RS. Bonjour Victor. Bonjour Nicolas. On va essayer de comprendre ensemble comment investir sur les marchés actions, quelle voie choisir. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'intéresser aux marchés actions en 2026. C'est vrai que c'est des marchés qui ont beaucoup monté, notamment portés par la thématique intelligence artificielle. Est-ce que... alors j'ai l'impression de poser la question tous les ans depuis 2020, mais est-ce que c'est pas trop tard les marchés actions à l'heure actuelle, Victor? Alors, est-ce que c'est trop tard? C'est une question qu'on pourrait toujours poser. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il n'est jamais trop tard. Dans le D'accord. sens où on est sur un marché qui évolue régulièrement. On a un contexte géopolitique, un contexte macroéconomique, certes complexe, mais si on est dans une logique où investir dans le temps, ça peut toujours avoir une cohérence de s'investir sur un marché action qui au final est une classe d'actifs parmi tant d'autres et qui va nous permettre de se diversifier dans une logique d'un portefeuille global. Quels sont les arguments pour aller sur les marchés actions aujourd'hui? Alors, quels sont les arguments? Il faut toujours reprendre un peu le contexte. Aujourd'hui, on parle auprès d'une clientèle patrimoniale, Oui. et cette clientèle patrimoniale, elle a différents projets Oui. qui vont être sur des projets moyen terme, des projets de retraite, des projets de transmission. Et en fait, les arguments principaux par rapport à l'action, c'est l'idée, bien évidemment, si fonction du profil du client est respectée, d'essayer d'aller chercher un rendement un peu plus intéressant que le contexte de taux actuel qu'on peut connaître sur les livrets, et donc de ce fait, essayer de diversifier tout en essayant de minimiser la prime de risque par rapport à cette classe d'actifs. Si on veut aller sur les marchés actions, il y a beaucoup de questions qui se posent, hein. C'est dans quoi j'investis? Est-ce que je vais sur des grandes entreprises? Est-ce que je vais sur des entreprises américaines, des entreprises européennes? Est-ce que je vais sur des petites entreprises? Et surtout, quels sont les supports sur lesquels je vais, avec lesquels je vais sur les marchés actions? Parce qu'il en existe beaucoup, rien qu'en France. Et en fait, c'est pas toujours la même réalité d'investissement pour les particuliers, entre un PEA, une assurance vie ou un compte titre, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors, pour essayer de répondre à cette question, on va essayer de l'aborder en deux temps. En premier lieu, il y a la question de comment on s'investit à travers une action ou des actions. Il y a bien évidemment la possibilité de s'investir sur une action en direct, Oui. c'est-à-dire un titre vif sur Bien sûr. une entreprise Oui, cotée c'est vrai en que c'est bourse. plus la seule manière aujourd'hui. Il n'y a pas que l'action en direct, c'est Ouais, vrai. tout à Oui, fait. oui, oui. C'est-à-dire que derrière, on a la possibilité également de s'investir à travers des OPC, à travers de l'ETF, Oui. à travers du private equity. Et donc, effectivement, on a un champ des possibles qui est assez vaste. Soit on va se retrouver sur une action directe, mais effectivement corrélée à une seule valeur, ou au contraire, tout simplement faire appel à un gérant, de manière active ou passive d'ailleurs, si on reprend ce terme-là. Et donc, le champ des possibles est assez vaste. D'accord. Là, tout l'intérêt, c'est de se faire accompagner correctement. Donc, dans un premier temps, on a la manière de s'investir à travers le marché action et un champ des possibles assez conséquent en termes de, sous-classe d'actifs et même Oui. de thématiques d'ailleurs. D'accord. Ouais. Et en second lieu, il y a l'enveloppe. L'enveloppe, aujourd'hui, si je m'arrête sur le marché français et les enveloppes fiscales proposées, on en retient 4 principales. J'ai envie de dire, celle qui nous permet de faire un peu ce qu'on souhaite, c'est le compte titre. Mais D'accord. avec ses limites également, c'est que c'est certainement la fiscalité la plus conséquente aujourd'hui du marché. Quand vous dites ce qu'on souhaite, ça veut dire que c'est qui offre le plus de liberté dans les choix d'investissement, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire D'accord. que c'est aujourd'hui une enveloppe où globalement on peut intégrer ce qu'on souhaite, c'est-à-dire autant de l'action, de l'obligation, De l'ETF? de l'ETF, du private equity, D'accord. demain de la crypto si on souhaite. Enfin, je veux dire, le champ des possibles est totalement illimité. Mais la fiscalité est en conséquence. Mais la fiscalité aujourd'hui, c'est le PFU avec les évolutions de loi de finances qu'on connaît, c'est-à-dire 31,4 aujourd'hui, et de ce fait, forcément, une fiscalité plus conséquente. Après, quand on rentre dans un aspect un peu plus patrimonial, on a 3 autres enveloppes, en tout cas notre conviction chez RS, c'est une vocation, une vision triptyque, l'assurance vie, un peu plus souple, et d'ailleurs progressivement l'accès aux actions à travers des D'accord. OPC, Ouais. à travers des ETF, du moins certains contrats le permettent, voire même des titres vifs en direct. Et ça c'est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une démocratisation également sur certains contrats d'assurance vie sur ces supports-là. D'accord. L'assurance vie, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, ça va nous permettre d'aller chercher une fiscalité attrayante à 8 ans et un aspect de transmission, quoi qu'on en dise, qui est extrêmement intéressant. Bien Le sûr. PER, pour la retraite également, et pour des fortes fiscalités ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour faire la déduction. Et enfin, le PEA, nouveau venu, en tout cas nous chez RS, mais également au-delà du nouveau venu, qui est dans le périmètre français depuis un certain nombre d'années. Plan Et le épargne action. plan d'épargne action, merci Nicolas, et le plan d'épargne action, alors avec ses contraintes, mais qui va nous permettre effectivement de s'investir à travers des titres vifs, à travers de l'OPC là aussi, à travers de Oui. l'ETF, voire même de l'ETF synthétique.
Et justement, qu'est-ce qui fait sa spécificité au PEA? Parce qu'on en connaît plusieurs, hein. Il y a le PEA PME, le PEA jeune, il y a différents types de PEA. Et si on rentre spécifiquement sur ce PEA, qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir un PEA aujourd'hui quand on est investisseur? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que premièrement, il faut quand même toujours avoir une vision, c'est de se dire que le PEA, on ne va pas forcément l'ouvrir seul. Il faut déjà avoir une vision globale de l'allocation patrimoniale qu'on souhaite envisager, fonction de ses projets. Et le PEA va avoir vraiment une vision très simple, c'est de s'investir à travers des actions, encore une fois. Donc, premièrement, le périmètre plan d'épargne action se cantonne uniquement aux actions. Deuxièmement, c'est un périmètre qui va être limité en termes de versement à 150 000 euros. Au-delà, bien évidemment, sur le PEA classique, au-delà de ces 150 000 euros, bien évidemment, les plus-values vont nous permettre d'aller chercher des PEA avec des montants beaucoup plus conséquents. On va pouvoir l'extrapoler avec le PEA PME qui va nous permettre d'aller chercher 75 000 euros supplémentaires. D'accord. Au-delà de ce périmètre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PEA va avoir un gros avantage, c'est sur la question de la fiscalité à 5 ans. Oui. Une fiscalité qui ici est bien évidemment extrêmement attrayante, étant donné qu'on est uniquement soumis sur les plus-values à hauteur des prélèvements sociaux. Donc ça, c'est un excellent moyen de s'investir sur le moyen terme à travers des actions. Mais néanmoins, il y a des limites par rapport à celui-ci. Quand vous dites 5 ans, c'est 5 ans à partir du moment où j'ai acheté mon action dans un PEA ou c'est 5 ans à partir de l'ouverture du PEA, quoi que je fasse dedans? Effectivement, Nicolas, c'est une très bonne remarque. C'est qu'au final, très souvent, on recommande de prendre date. Tout simplement parce que l'ouverture du PEA va simplement me permettre de prendre date pour atteindre les 5 ans. Et donc, au final, j'ai beau m'investir, je dis un exemple très bête, mais à la 4e année, ma fiscalité, dans tous les cas, sera appliquée à la 5e année. D'accord. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, il est intéressant d'ouvrir un PEA le plus tôt possible pour prendre date, entre guillemets, même si on commence à investir peu en actions et qu'on monte en puissance progressivement. Sur le papier, ça peut être une logique, effectivement. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter lorsque l'on veut investir en actions? Si on est convaincu par ce que vous nous dites et cette volonté peut-être d'aller un peu plus sur les actions, on voit d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'investisseurs et de jeunes investisseurs qui décident d'aller sur les marchés actions aujourd'hui. Quelles erreurs à ne pas faire, Victor? Alors, vous évoquez effectivement une jeune population entre guillemets qui arrive sur le PEA et en fait on constate nous-mêmes, c'est qu'il y a une grande transmission qui arrive, on en parle, qui est sur 10 à 15 ans, 9 000 milliards de transmissions en France, et de ce fait on voit effectivement cette nouvelle génération qui va davantage s'investir sur ces enveloppes parce que plus attrayante au niveau des frais, au niveau de cette structuration, et ainsi de suite. Maintenant, le risque qu'on peut prendre, c'est potentiellement de le faire seul, ou mal accompagné, ou avec les mauvaises stratégies. Premièrement, il y a une question, c'est timer le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vouloir se positionner à tout prix à un instant T en se disant bah tiens, c'est le moment d'acheter ou le moment de vendre, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Qui le connaît le moment? Pas moi, personnellement. C'est ça, pas grand monde, je crois. Toujours est-il, il y a des stratégies qui existent, tout simplement le fait de faire de l'investissement récurrent, c'est-à-dire investir une somme de manière mensuelle, de manière trimestrielle, de façon à lisser les points d'entrée. Et au final, ça, c'est un premier sujet qui me semble extrêmement pertinent. C'est au lieu de vouloir chercher à tout prix le momentum, bah, au contraire, lisser les points d'entrée. D'accord, donc presque de manière automatique. De manière automatique, tout simplement. Okay. Avec une somme prédéfinie, des supports d'investissement prédéfinis qu'on peut modifier à tout moment, bien évidemment. Ça, c'est la première chose. En second temps, j'évoquerai un paramètre très simple, c'est le côté panique des marchés. C'est-à-dire qu'on a pu voir des max drawdown, des baisses de marché de 20 à 30% dernièrement, on n'en est pas si loin en termes d'années. Et ici, effectivement, on peut avoir une certaine panique de vendre au mauvais moment également. N'oublions pas une chose, c'est que le temps, ici, est presque notre allié. Et au contraire, il faut avoir cette résilience, cette capacité à ne pas surréagir et au contraire rester investi, même dans les moments où on a une certaine tempête qui s'installe, et au contraire peut-être avoir cette capacité à réinvestir à ce moment-là. D'accord. Ça, c'est un second point qui, pour moi, à mon sens, est extrêmement pertinent à avoir. À garder en tête, effectivement, de ne pas paniquer lors de corrections de marché. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, j'ai envie de dire classiques, qui reviennent régulièrement, que vous voyez chez les investisseurs, même parfois chevronnés, mais qui réagissent à leurs émotions ou autres, et qu'il faudrait éviter quand on investit sur les marchés actions? Un dernier élément peut-être, aujourd'hui peut-être le manque de diversification.
Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et je le vois assez régulièrement... C'est compliqué en ce moment de diversifier sur les thématiques en action. Sur une seule thématique action, effectivement. Par Ouais. contre, et c'est toujours la même logique, et c'était d'ailleurs le sujet de cette émission au sens large, c'est de parler de différentes thématiques et de différentes Oui. classes d'actifs. Le but est avant tout de diversifier pour tout simplement ne pas être soumis à une seule classe d'actifs, une seule zone géographique. Et d'ailleurs, ça répond à cette question, c'est de se dire qu'aujourd'hui, même à travers un PEA, même à travers un contrat d'assurance vie, la vocation et l'idée avant tout, c'est de pouvoir diversifier et ne pas se contenter à un seul titre vif. Je D'accord. vois beaucoup de cas où on va avoir un client qui va détenir historiquement un seul et unique titre vif de son entreprise dans laquelle il a été salarié pendant X années, qui va représenter une part conséquente de son patrimoine financier et il y est attaché. Est-ce qu'il a réellement vocation à vouloir rester attaché ou au contraire on n'a pas vocation à diversifier sur davantage de solutions, que ce soit des titres vifs voire même des ETF? Rappelons qu'aujourd'hui un PEA permet certes d'être cantonné uniquement sur l'univers européen, mais à travers des ETF synthétiques, on a l'accès à davantage de thématiques qui sont au niveau mondial, au niveau thématique tout simplement de secteurs d'activité, et ainsi de suite. Donc c'est là aussi la robustesse d'un PEA, c'est qu'aujourd'hui progressivement il atteint une certaine souplesse pour aller chercher d'autres horizons qu'européens. Si je reviens sur les différents véhicules d'investissement, est-ce qu'il faut là aussi diversifier, avoir un PEA, un compte titre, une assurance vie et les utiliser différemment dans son allocation globale ou pas forcément? Pour moi, la question, c'est pas de cocher les cases. Oui. C'est-à-dire qu'avoir un PEA pour avoir un PEA, au D'accord. final, ça peut être une coquille vide, une enveloppe fiscale qui n'a aucun sens. En revanche, par contre, la question, c'est justement de se poser les bonnes questions. C'est quels sont mes projets demain? Mes projets moyen terme, est-ce que j'ai des enfants et de ce fait devoir financer les études de ceux-ci? Résidence principale, résidence secondaire, quid de la retraite? Un gros sujet, en tout cas chez nous, qui nous tient à cœur chez RS, quid de la transmission? Oui. Et en fonction de ces différents projets, je vais, entre guillemets, aller intégrer différents supports, et surtout je vais investir sur une base 1000, X% sur telle enveloppe, X% sur telle enveloppe, selon mes projets, et bien évidemment, tout en bénéficiant de la souplesse de ces différentes enveloppes, de la souplesse de leur fiscalité, et ainsi de suite. Et là, ça demande une réflexion patrimoniale beaucoup plus complète, qui plus est, accompagné d'un spécialiste, nous permettant au final de se faire accompagner au mieux, parce que quoi qu'on en dise, ça reste un métier qui, fiscalement parlant, est de plus en plus complexe, Bien sûr. soumis à différentes évolutions, et donc notre rôle avant tout, c'est de pouvoir accompagner au mieux nos clients, de façon à ce qu'ils soient systématiquement, suivis fonction des évolutions de marché. D'accord. Suivis fonction des événements politiques, fiscaux et ainsi de suite. D'accord. Très clair. Merci beaucoup, Victor De Witt, de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats marché individuel chez RS. Merci à vous également d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parlons Placement, le 134e. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 134e. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay dans un instant et je vous dis à très vite.